Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité, très heureuse de vous retrouver ce dimanche pour ce numéro d'émission, une émission au cours de laquelle nous recevons Raoul Kouakou Satondi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien, vous êtes conférencier et formateur, vous êtes également auteur. Nous allons en parler dans un instant. Bienvenue dans nos studios. Merci. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nana, chers amis internautes, bonjour. Raoul Satondi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue clinicien. Alors, vous allez déjà d'entrée de jeu nous dire ce que c'est qu'un psychologue clinicien. Merci à Isaïe TV pour cette faveur que vous nous faites d'être présent sur votre plateau pour pouvoir expliquer un peu ce qui est contenu dans mon ouvrage. Mais avant, je voudrais simplement dire qu'un psychologue clinicien est un spécialiste des processus mentaux et du comportement. C'est un individu qui écoute, qui accompagne et soigne. Il soigne par la parole les individus sains et également les individus normaux. Brièvement, on pourrait dire que c'est cela un psychologue clinicien. De façon plus diluée, c'est quoi concrètement le psychologue clinicien? C'est un spécialiste. De façon plus claire, à quel moment on recourt à un spécialiste? Allez-y. C'est un spécialiste qui a un niveau d'études supérieur minimum Bac plus 5, qui a étudié le comportement des individus, comprend comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils pensent et comment est-ce qu'ils sentent. Donc la vie de l'être humain peut être jalonnée de difficultés et de problèmes et on peut être amené à avoir des difficultés à faire face au vécu. On est souvent confronté à des situations de détresse. Dans ces cas, on peut rencontrer un psychologue avec qui on fait un accompagnement pour qu'il nous aide à surmonter notre problème ou notre difficulté, à nous recentrer sur nous-mêmes pour pouvoir évoluer. Donc, il y a de nombreuses situations qui peuvent amener à aller voir un psychologue clinicien. Quand on a des difficultés de relations, par exemple des difficultés de couple, des difficultés de relations au service, des difficultés de concentration, des problèmes d'apprentissage, quand vous avez un enfant qui a des difficultés à apprendre, des problèmes de motivation, des problèmes d'envie ou de passage à l'acte quand on a souvent des projets ou des choses, des problèmes d'une mauvaise estime de sa personne, etc., etc., comme quand on peut être dans une situation de dépression, etc., etc. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé de travailler avec des personnes qui étaient en dépression au Bénin? Est-ce que on a des cas comme ça dans notre pays? Oui, la dépression est l'un des tableaux les plus élevés actuellement au Bénin. Quand il y a des collègues psychiatres qui ont travaillé qui ont fait des études au Bénin où le taux de dépression est très élevé. Nous allons certainement reparler. Nous allons parler à présent de votre livre, Kader Achirou. Oui, tout à fait. Quel est le titre de cet ouvrage? Les chemins de la réussite par le comportement. C'est bien cela. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans cet ouvrage déjà? L'ouvrage est un ouvrage de psychologie et de développement personnel qui associe psychologie et développement personnel. Je le précise parce que le concept de développement personnel est appliqué par beaucoup de personnes, alors qu'elle est la fille d'une branche de la psychologie, c'est-à-dire l'approche humaniste de la psychologie, qui croit au potentiel de l'être humain, de l'individu, en sa capacité à pouvoir évoluer et avancer. Et sur cette base-là, il y a beaucoup de spécialistes qui font du bon et d'autres du mauvais travail, qui essaient d'expliquer des choses qui ne sont pas forcément cela. Donc, dans notre contexte, j'essaie d'apporter ma contribution pour permettre aux uns et aux autres de savoir ce que c'est que la réussite et quels sont les éléments qu'il faut pour y arriver. Alors, j'essaie de décrire un peu la réussite d'abord comme un processus très subjectif, parce qu'il dépend des aspirations propres de chaque individu. Je peux estimer que j'ai réussi parce que j'ai fait une bonne carrière universitaire, comme je peux estimer que j'ai réussi parce que j'ai plusieurs immeubles. Je peux aussi expliquer que j'ai réussi parce que je me suis marié et j'ai une belle famille. Et donc, c'est variable la notion de réussite. Donc, elle est subjective. Elle dépend des aspirations profondes de chaque individu. Mais ce qu'il faut pour y arriver est identique. C'est un ensemble de comportements qu'on essaie de mettre en branle pour y arriver. Et moi, en tant que psychologue, j'essaie de décrire un peu les éléments de ce comportement-là. C'est un peu ce que je mets dans mon livre, avec plusieurs thématiques. Alors, l'ouvrage est séquencé en plusieurs parties, sinon en 3 parties. Il y a une première partie que j'ai intitulée « Les prémices », qui essaie de décrire un peu ce que c'est que la réussite et le comportement du point de vue psychologique. Par exemple, basiquement, les gens interprètent le comportement comme simplement ce qui est observable. Par exemple, vous êtes en ce moment, Nadège est en ce moment en train d'écrire certains comportements observables. Mais avant qu'elle n'écrive, elle a sûrement pensé à quelque chose que personne ne voit. Ça aussi, c'est un comportement. Mais bien souvent,
on a l'impression de résumer le comportement à ce qui est observable. Or, le sens large du comportement prend 3 dimensions, à savoir la pensée, les émotions et sentiments, et enfin la motricité, qui est ce que nous observons, qui est l'action. Donc j'essaie de décrire ces aspects en montrant comment est-ce que nous pouvons les mettre en branle pour pouvoir réussir, quel que soit le domaine d'activité que nous choisissons. Mais avant, je décris aussi dans les prémices qu'il faut forcément un objectif de réussite. Et comment arrivons-nous, ou comment peut-on arriver à se fixer un objectif de réussite? La plupart d'entre nous, nous avons souvent de belles idées, de bonnes idées. Je vais acheter une voiture, mais nous ne l'exprimons pas très clairement ou pas bien. Ce qui fait que nous parvenons peut-être à acheter la voiture, mais pas dans le temps que nous l'avions voulu ou nous l'avions prévu. Nous disons que nous voulons construire une maison, nous voulons nous marier, etc., etc. Mais nous n'arrivons pas à bien le fixer. Donc j'essaie de décrire les étapes qu'il faut pour fixer un objectif, pour voir effectivement cet objectif se réaliser dans la vie. Donc ces aspects sont décrits dans les prémices. Dans les prémices, avant de passer peut-être à la deuxième thématique, vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs aspects. Vous avez dit par exemple que si on veut acheter une voiture, il y a plusieurs étapes. Si on prend par exemple le cas ou l'exemple de quelqu'un qui veut acheter une voiture, quelles sont les étapes qu'il devait franchir? Si vous vous fixez comme objectif, je vais acheter une voiture, dès l'instant où vous le dites, j'appelle cela dans mon ouvrage une velléité. Vous avez peut-être une volonté de vouloir acheter une voiture, mais est-ce que cette voiture répond aux aspirations profondes? Si vous libérez, je vais acheter une voiture dans 1 an, pour moi, ça devient un peu plus sérieux parce que c'est un objectif qui est dans le temps. Si vous le dites également dans 2 ans, ça devient encore beaucoup plus sérieux parce que ça a un deadline. Si vous dites également, je vais acheter une voiture parce que aujourd'hui, mon travail requiert la nécessité pour moi d'avoir une voiture, ça devient encore un objectif qui se précise davantage. Alors, dit tout de go qu'on veut acheter une voiture, on veut un immeuble, on veut devenir chef d'État, on veut devenir ceci ou cela, je veux devenir entrepreneur, homme d'affaires, ça ne sert vraiment à rien de le dire comme ça, sans que cela n'obéisse à des processus qui arrivent. Alors, la formulation même de votre objectif devrait être motivant et vous amener à vouloir le réaliser. Donc, je le décris spécifiquement dans le livre avec des expressions qu'il ne faut pas utiliser dans, par exemple, l'expression d'un objectif. Quand vous dites « je vais acheter une voiture pour ne plus aller à pied », la probabilité pour que vous n'achèterez jamais la voiture est forte parce que dans l'expression même de l'achat de la voiture, elle contient déjà une contradiction. Je veux acheter une voiture pour ne plus aller à pied. Il y a une forme de négation dans « pour ne plus », une forme de négation qui existe. Vous allez acheter peut-être une voiture, mais ça va durer, ça va prendre du temps. Mais lorsque vous dites « je veux acheter une voiture parce que j'en ai besoin pour mon travail », le travail est fondamental pour l'être humain. Et l'être humain veut vivre et gagner sa vie par son travail. Donc cet objectif devient un élément beaucoup plus motivant. Si on dit « je vais acheter une voiture pour ma famille ». Pour ma famille. Vous voyez que la famille, ce sont des éléments très motivants. Je vais acheter une voiture pour mon mariage. Je vais acheter une voiture pour mon mariage. Et vous voyez que le mariage, c'est un processus familial, c'est des enfants qui viennent après. Je vais acheter une voiture parce que ma famille s'est agrandie et pour la sécurité, pour les déplacements de la famille, je pense que c'est une nécessité pour moi. Et donc, fixer un objectif doit répondre à un certain nombre de paramètres, de sorte que lorsque vous vous souvenez, vous avez envie de le faire. Mais quand on dit simplement, tiens, moi je vais construire une maison, je vais acheter une belle voiture, je veux une belle robe, je vais aller aux États-Unis, ça reste encore à l'étape de velléité. Donc, il y a des éléments à prendre en compte pour que ça puisse se réaliser. Et la deuxième phase de l'ouvrage décrit ces éléments à prendre en compte pour pouvoir y arriver. Après les prémices, nous avons quoi? Après les prémices, nous avons les processus comportementaux pour la réussite. Dans les processus comportementaux pour la réussite, j'essaie de décrire les 3 phases du comportement. D'abord, la pensée. Comment nous pensons? Parce que quand vous dites « je vais acheter une voiture » et que vous vous renfermez dans votre chambre seul, il y a de nombreuses idées qui vous viennent à l'esprit. Si vous êtes au chômage, que vous pensez acheter une voiture, vous dites « comment je vais y arriver à acheter une voiture ?» Quelque chose et une voix vous dit « vous ne pourrez pas l'acheter parce que vous n'avez pas d'argent ». Une autre vous dit « tiens, certains n'ont pas d'argent, mais ils ont une voiture ». Donc, il y a des idées qui s'entremêlent et qui s'entrechoquent. J'appelle ça les pensées automatiques qui peuvent venir contredire. Et dans le processus, souvent, on a beaucoup de tendance à dire « tiens, cette affaire-là, je ne pourrais forcément pas y arriver ».
c'est négatif de dire qu'on ne peut pas y arriver, même si on n'a pas les moyens immédiatement pour le faire. Alors, donc, j'essaie de dire qu'il faut un certain nombre de pensées et qui ont un caractère très positif pour permettre à aller. Mais comment faire pour avoir ces pensées positives-là? Parce que la vie de l'être humain est chevauchée de nombreux problèmes et de nombreuses difficultés. Et donc, même quand on a grande volonté de vouloir être chaque jour très positif, il n'est pas évident que quelques idées négatives s'entremêlent dans notre quotidien. Pour cela, je propose dedans quelques techniques comme la substitution, comme la loi de l'expérience pratique, etc. Et ceux qui viendront à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage pourront apprécier le contenu. Donc, j'ai décrit un certain nombre de techniques dans l'ouvrage, comme la fixation de l'objet de la pensée. Vous voyez que vous êtes des journalistes et quand vous avez commencé votre carrière, vous l'avez commencé un peu difficilement. Mais aujourd'hui, je vous vois sans papier, sans un certain nombre de choses, parce que l'objet de votre pensée, c'est ce métier-là. Et donc, quand on vous prend immédiatement, vous le dites. Donc, quand votre pensée est comme ça, au fur et à mesure que votre état de pensée est comme ça, votre connaissance s'agrandit, elle s'accroît. Et c'est instinctivement que vous allez chercher à agrandir votre cadre de référence dans ce métier-là. Donc, je le décris également dans le livre pour dire que si je veux entreprendre dans le secteur agricole, il faut que ma pensée soit sur le secteur agricole. Il faut que je fixe ma pensée là-dessus. Et il y a une loi que j'ai décrite qui est la loi de la pratique. Ce n'est pas parce que vous voulez entreprendre que vous n'allez pas pratiquer l'entrepreneuriat. Si vous dites que vous voulez entreprendre et que vous êtes dans les 4 murs de votre maison et que vous ne pratiquez pas l'entrepreneuriat, pratiquer l'entrepreneuriat, c'est de chercher à savoir comment est-ce qu'on crée une entreprise et de commencer à créer l'entreprise. C'est par cela que vous devenez grand et vous devenez performant. Et quand vous prenez les artistes et les auteurs, souvent on se pose bien la question de savoir, mais cette chanson, comment a-t-il pu bien la composer? Est-ce qu'un être humain est capable de sortir de si belles paroles? De si belles paroles. C'est parce que écrire ou composer un texte ou un chant prend beaucoup de temps. Et en faisant régulièrement cette pratique-là, sa pensée s'agrandit et de merveilleuses choses sortent. Voilà un peu comment je décris un peu dans la première phase pour aboutir à la seconde phase pour dire c'est vrai qu'on peut avoir une bonne pensée, une belle idée, des objectifs formidables, c'est une bénédiction de Dieu. Mais si cet objectif ne sont pas émotionnellement ou affectivement chargés, ça ne donnera aucun résultat. Vous êtes journaliste, un jour, vous avez décidé de faire le métier, mais à un moment donné, vous avez de la passion pour le métier. Vous commencez par aimer ce métier-là. Et donc, du coup, même si au départ ou au cours de la carrière, pécuniairement, ça ne vous rapporte pas grand-chose, vous avez une certaine satisfaction. Et puis, à partir d'un moment donné, ça se développe parce qu'il y a du bon sentiment dedans, il y a de l'affection dedans. Donc, on devient grand journaliste, grand artiste parce qu'on a un sentiment très positif sur son idée. Et donc, je décris aussi qu'il y a un revers. Il y a des sentiments mêlés, tels que la honte. D'autres veulent dire, je veux être magistrat, je veux être ceci, mais ils ont honte même de le dire en public. Ils ont honte de se présenter en public. Ils ont peur de leur identité. Et donc, tous ces sentiments qui sont des sentiments mêlés, j'essaie de décrire comment est-ce que ça peut bloquer un individu, même quand il a un très bon projet, une belle entreprise. Donc, nous sommes bien nombreux, ceux qui ont des rêves, des choses, qui n'ont jamais été capables de les dire, qui ne les ont pas animés affectivement et qui, malheureusement, vont au cimetière avec. Monsieur Raoul, allez-y. La troisième étape thématique de ce livre. La troisième étape, c'est la motricité. C'est la motricité, c'est le passage à l'action. Je veux devenir, et je veux monter mon entreprise, et puis bon, j'ai fait un plan d'affaires, j'ai tout fait, et puis je n'ai jamais commencé l'entreprise, je l'ai rangé dans mon tiroir, je ne réussirai jamais. Je veux devenir journaliste, je n'ai jamais cherché à aller voir même dans un studio de télé ou dans un studio radio comment ça se passe, je n'arriverai jamais. Je n'ai jamais voulu prendre le micro pour parler ni en public ni nulle part, je n'arriverai jamais. Donc quelle que soit la grandeur de nos objectifs, la grandeur de nos idées, de nos rêves, il faut qu'on passe forcément à l'action. Et ce passage à l'action aussi requiert que quand le sentiment y est, le passage à l'action est plus facile parce qu'on est comme poussé par une force que nous ne comprenons nous-mêmes pas, qui nous permet d'aller de l'avant. Mais l'ouvrage ne s'arrête pas aux 3 étapes. Quand je finis de décrire cela, j'explique également qu'il y a des obstacles à la réussite. Et le premier obstacle à la réussite qu'il faut savoir, c'est d'abord nous-mêmes, notre indiscipline, nos mauvaises habitudes, notre paresse,
notre mauvaise communication, l'image que nous projetons ou que nous avons au sein de la communauté ne facilite pas que nous puissions aller facilement vers le chemin de la réussite. Il y a aussi des crises qui arrivent au cours de l'existence, des crises personnelles et des crises de vie. Donc ces crises de vie peuvent arriver à un moment donné. Par exemple, quand je prends la crise de la quarantaine, par exemple, où l'individu de cet âge est à mi-chemin, qui se dit que je suis au midi de la vie, et donc il est à mi-chemin entre la jeunesse et la vieillesse, et ne veut pas vieillir. Moi, j'ai laissé mes barbes grisonnantes, d'autres, par contre, ne le font pas et vont chez un coiffeur pour être beaucoup plus pimpants et beaucoup plus... Donc, cette crise peut les amener à être déroutés par moments de leurs objectifs de vie au cours de cette période-là. Il en est de même pour le jeune adolescent qui est au collège, qui ne sait pas qu'un certain nombre de comportements posera un problème pour son évolution scolaire. C'est également la même chose pour le jeune qui sort de l'université et qui est confronté au problème de chômage et un certain nombre de degrés. C'est également pour celui qui a un grand soutien, parents, frères, amis, qui le soutiennent financièrement et affectivement. Il y a une situation de décès ou de deuil, ça peut poser un blocage à son... Alors, quand il y a blocage, il faut un comportement. Le comportement que je propose, c'est la résilience, qui est cette capacité de l'être humain à pouvoir évoluer lui-même, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Et ce comportement, j'explique qu'on ne naît pas avec, mais on l'acquiert au fil des difficultés, au fil des situations, au fil des problèmes que nous rencontrons et des expériences que nous avons. Surtout quand nous sommes dans un environnement où il y a forcément quelqu'un qui nous tend la main et qui nous aide à pouvoir avancer et évoluer. Et j'explique également qu'il faut deux autres forces que j'appelle dans mes formations souvent les bons parfums, la patience et la foi. Parce que vous commencez une carrière de journaliste, vous allez atteindre le pic de votre carrière pas en 2 ans, pas en 1 année, c'est beaucoup en plusieurs années. Donc, dans le processus de la volonté de réussir, on est souvent titillé et châtié par le temps. On est souvent impatient. Donc, j'appelle à avoir cette patience parce que la patience est une vertu qui non seulement vous permet de vous centrer, de vous concentrer sur l'essentiel, mais également, elle vous permet à coup sûr d'atteindre votre objectif. Et j'évoque à côté une autre force que j'appelle un autre bon parfum qui est la foi. La foi en vous-même, la foi en ce que vous faites et la foi, si vous croyez en une autre force hypothétique ou en tout cas tout ce en quoi vous croyez d'extérieur et qui ne dépend pas de vous. Donc j'évoque également ces éléments en lien avec les aspects qui réussissent. Mais surtout, j'explique la foi du point de vue psychologique, du point de vue spirituel et je permets au lecteur de se situer dans la position qu'il veut pour pouvoir entamer son processus de réussite. Alors nous allons prendre un cas pratique. Qu'est-ce que vous dites par exemple d'un jeune qui a fini l'université, qui est peut-être en première ou en deuxième année d'université, mais qui ne veut sortir qu'avec des dames qui sont plus âgées, des dames de 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce qui peut expliquer ça par exemple? Ben, vous savez que là vous parlez par exemple de certaines tendances et orientations sexuelles de certains individus. Et il y a des individus qui ont des tendances sexuelles orientées. Je ne vais pas le dire dans notre contexte actuel où certaines choses sont problématiques. Quand vous parlez de l'homosexualité, c'est problématique. Tel que l'homosexualité existe... Pourquoi problématique? En fait, je parle du débat moderne. Je parle du débat moderne parce qu'il y a certaines tendances qui condamneront le fait que l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Il y a d'autres tendances qui diront que c'est une bonne chose. Moi, pour ma part, en tant que psychologue, je ne juge personne par rapport à ces orientations sexuelles. De la même manière où certains s'entichent d'un homme ou d'une femme, c'est ainsi que des jeunes s'entichent de personnes âgées, comme des personnes âgées s'entichent de jeunes enfants. On les appelle les pédophiles, et on les appelle aussi les gérontophiles, etc., etc. Donc il y a tout cela qui existe dans un environnement et les explications sont d'ordre de structuration de la personne. Parce que quand un individu a été materné d'une certaine manière et dont la famille est composée d'un certain cliché, il peut y arriver que dans les différentes étapes de son évolution, il ait un penchant beaucoup plus élevé pour les personnes âgées. Ça en est ainsi pour les jeunes hommes et pour les jeunes femmes. Il y a des jeunes femmes qui ne sont pas avec les jeunes de leur âge ou la génération juste après elles. Elles préfèrent fricoter avec des personnes d'un certain âge. Donc c'est un processus psychologique et c'est spécifique sur certains. Je pense que ce n'est pas l'objet de l'émission. On pourrait revenir une autre fois pour pouvoir décrire ces aspects. Bien sûr. J'ai une question à double volet à votre endroit. J'aimerais bien savoir, vous êtes de quelle obédience religieuse et quelles ont été les motivations qui vous ont amené à la rédaction de cet ouvrage? Mon obédience religieuse, je suis chrétien catholique.
Je suis chrétien catholique. Et ce qui m'a amené à rédiger l'ouvrage, d'abord j'ai rédigé l'ouvrage parce que je suis psychologue clinicien de profession, donc spécialiste du comportement, et qui pense que quand vous êtes dans un domaine donné, vous devez pouvoir partager votre petite connaissance avec les autres. La seconde raison, c'est que je suis un passionné je crois fondamentalement, je suis dans l'approche humaniste et systémique, je crois fondamentalement que chaque individu a quelque chose en lui et cela peut lui permettre de réussir ou d'ouvrir toutes les portes s'il y prend conscience. Et donc, je souffre de ce que dans notre contexte, de nombreuses personnes s'érigent en spécialistes, je ne vais pas appeler d'appellation, s'érigent en spécialistes et au lieu de construire l'individu, détruisent l'individu. Et donc, j'envoie mon ouvrage pour apporter ma pierre à l'édifice, à la construction, à éveiller la capacité des gens, à croire en leur potentiel et à pouvoir avancer. Ça n'a aucun rapport avec ma conviction religieuse. Alors, est-ce que cet ouvrage sera à la portée de tous? Est-ce que cet ouvrage sera, je dirais, à la portée de tout Béninois, de tout écolier, de tout étudiant? C'est combien de pages et ça va coûter combien? Après, le lancement officiel est prévu pour le dimanche prochain à 14h30. Oui, à 14h30. L'ouvrage fait 110 pages. J'ai fait l'effort de le réduire à ce volume-là pour permettre la facilité de la lecture. Parce qu'il ne faut pas se méprendre. Nous sommes dans un environnement où les uns et les autres n'aiment pas beaucoup lire. Et surtout quand ils voient que le livre est volumineux, ils sont un peu inquiets de finir la lecture. Donc le prix est accessible à tous. Il sera dévoilé le jour de la cérémonie de dédicace. Alors, monsieur Kwaku Satonji Raoul, j'aimerais qu'on parle d'un aspect. Vous avez parlé du développement personnel, qui est en fait la fille de la psychologie, si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'il faut forcément être psychologue pour faire le développement personnel? Parce que de plus en plus sur la toile, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent en griffe, vous me direz, vous m'en direz plus, qui s'improvisent plus en coach, en développeur personnel. Est-ce qu'on peut en parler? Il ne faut pas forcément être psychologue pour faire du développement personnel ou faire du coaching. Mais pour faire du coaching et du développement personnel, il faut véritablement faire une formation et avoir des certificats. Et il faut faire des formations qui exclusivement vont vous présenter des modules de psychologie. Parce que le psychologue étudie le comportement humain. Je me pose bien la question de savoir comment est-ce qu'un coach qui ne connaît pas la structuration de la personnalité d'un individu, qui ne sait pas si cet individu est introverti ou extraverti, qui ne sait pas si l'individu a des tempéraments d'impulsivité ou pas, ou d'agressivité, qui ne sait rien de cette personne, comment est-ce qu'il peut le coacher ou l'accompagner dans un processus de développement? Or, le psychologue clinicien a la possibilité, par des techniques de psychométrie et des tests, d'évaluer d'abord, de faire une évaluation psychologique entière de l'individu pour savoir sa personnalité, avant, n'est-ce pas, d'identifier ses forces et ses faiblesses, travailler sur les faiblesses et les forces pour permettre à l'individu d'atteindre l'objectif qu'il veut en choisissant une option de développement personnel. Il faut dire qu'en développement personnel, on choisit des options. Si je peux choisir une option physique en termes de développement personnel. Je peux dire, ben, tiens, je commence à être obèse et donc je veux avoir une forme beaucoup plus athlétique. C'est un objectif de développement personnel. Et donc là, le coach ne sera pas forcément un psychologue. Mais le psychologue peut m'aider à identifier que ça, c'est une orientation. Et donc le psychologue a la nécessité professionnelle, parce qu'il est soumis à un code de déontologie, de dire, pour atteindre cet objectif, il faut être accompagné par un coach sportif. C'est de la même manière, le psychologue n'est pas un éducateur. Si l'option est d'ordre éducatif, le psychologue vous dira, cette orientation, voyez un spécialiste en éducation ou voyez un coach qui est orienté vers l'éducation. Quand c'est une question de couple, le psychologue peut prendre en charge les questions liées à des dysfonctionnements de couple, mais peut vous orienter aussi vers un accompagnement. C'est-à-dire que le psychologue a des balises, a des limites, et même quand il est coach. Donc on peut être psychologue et coach, psychologue et spécialiste du développement personnel, comme moi je le fais souvent. J'ai de la peine à me faire appeler coach ou à me faire appeler spécialiste du développement personnel, parce que dans notre contexte, tout le monde y va sans certificat ou avec certificat, et ça pose problème. On n'a pas forcément les résultats qu'il faut. On n'a pas forcément les résultats qu'il faut, mais on note un peu, comme on a déjà parlé tout à l'heure, que la plupart de ceux qui se qualifient comme coach en développement personnel se fondent ou bien fondent leur argumentaire sur des expériences personnelles. Est-ce que cela peut être, je dirais, mis en valeur? Dans une certaine mesure, on peut en tirer des éléments, mais chaque individu est unique. Chaque individu au monde est unique.
Et l'expérience que moi je vis n'est pas la même expérience que Nadège, n'est pas la même expérience que vous. Et donc si j'ai des problèmes affectifs et mon expérience de problèmes affectifs, que j'arrive à le résoudre, ce n'est pas évident que mon expérience ait la même nature, ait le même fondement que celui de Nadège. Et donc, je n'ai pas la même personnalité, Nadège n'a pas la même personnalité que moi. Et nous n'avons pas les mêmes perceptions de la vie ni des choses. Ce qui s'applique à moi ne s'applique pas à Nadège. Et donc, il faut porter des gants quand on veut travailler sur un individu. Parce que cet individu est unique. Votre expérience est votre expérience. Son expérience est son expérience. Et donc, vous, en tant que spécialiste, coach ou autre appellation, vous devez avoir une capacité de vous mettre au-dessus de la mêlée pour l'amener à sortir ses ressources propres, pour pouvoir avancer avec ses forces et ses faiblesses. Merci à vous, Kader Achirou, Raoul Kwaku Satondi. Vous avez... Oui, une toute petite dernière question avant de finir. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la question du développement personnel, de la motricité et de bien d'autres thématiques assez spécifiques. Mais j'ai une question à votre endroit. Vous êtes sûr aujourd'hui que dès que quelqu'un va acheter cet ouvrage et qu'il va finir de le lire, est-ce qu'il pourra avoir un plus? Quel est le plus alors qu'il pourra avoir dans sa vie, dans son existence vitale? Si vous lisez l'ouvrage, vous aurez forcément un plus, parce qu'il y a forcément des informations que vous allez découvrir pour la première fois. C'est déjà un plus quand on a la possibilité d'élargir son cadre de référence. C'est comme quand je suis sur ce plateau et j'échange avec vous, ça me fait un plus, parce que c'est un nouvel exercice que je fais, et chaque exercice que je fais me rend beaucoup plus performant. C'est un élément d'expérience. Ça fait que nous nous connaissons davantage, et prochainement, quand on se reverra, on n'aura plus le même regard qu'on avait les uns sur les autres. Donc la rencontre de cet ouvrage permettra forcément à chaque individu de gagner quelque chose de plus en connaissance, en relation, en imagination, et surtout à savoir que pour réussir, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et que la réussite n'est pas forcément le standard matériel ou le standard spirituel. À chacun sa réussite. Merci à vous, Raoul Kwaku Satondi. Vous êtes psychologue, clinicien, conférencier, formateur, auteur. Vous avez un mot de fin? Venez à la cérémonie de dédicace. C'est le dimanche, donc le dimanche 26 mai 2019, à partir de 14h à la salle de conférence de Béné Horizon Hôtel. C'est sur invitation? Sur invitation, bon, les invitations aussi sont le public sont disponibles. D'accord, le public également peut faire le déplacement. Les chemins de la réussite par le comportement. Nous avons essayé d'en savoir un tout petit peu plus sur cet ouvrage de Raoul Kwaku Satondi. Il est psychologue clinicien, conférencier, formateur, auteur. Nous avons eu du plaisir à vous présenter cette émission. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Portez-vous bien, à dimanche prochain. Au revoir.